Notre personnalité du mois est le professeur Samuel Pierre, professeur titulaire au département de génie informatique et génie logiciel de l'École polytechnique de Montréal. L'exemplarité du cheminement de cet homme et de ses accomplissements intellectuels lui ont valu plusieurs distinctions prestigieuses. Ce professeur émérite fait partie en effet des 66 grands Canadiens. Il est notamment chevalier de l'Ordre national du Québec et membre de l'Ordre du Québec, la plus haute distinction accordée ici au Canada. À ces multiples titres s'est ajouté celui de doctorat honoris causa, décerné par l'Université du Québec à Trois-Rivières le 15 mai dernier. Nous avions rencontré le professeur Samuel Pierre dans la même semaine pour parler d'éducation tant en Haïti qu'au Québec avec ce grand humaniste qui est aussi président du groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. Professeur Samuel Pierre, merci de nous recevoir. Vous avez reçu un doctorat honorifique de l'Université du Québec à Trois-Rivières dernièrement. J'aimerais savoir quelle est la signification de ce doctorat pour vous lorsqu'on est déjà bardé d'honneurs et de toutes les récompenses possibles. Bon, d'abord, c'est un doctorat, comme vous l'avez mentionné, de l'Université du Québec sous l'égide de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc ça suppose la collaboration de deux institutions. La première qui est l'Université du Québec, le réseau, et la deuxième institution, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est une composante de l'Université du Québec réseau. Donc les deux institutions se sont mises ensemble, et ce que ça veut dire pour moi, c'est une double reconnaissance, d'une part de l'ensemble du réseau de l'Université du Québec, mais aussi de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est en quelque sorte l'institution où j'ai démarré ma carrière de professeur. En effet, en 1987, j'étais nommé professeur régulier à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et j'y suis resté 1 an. Et après cette première année, même moins d'une année, donc je suis retourné à Montréal pour travailler à la Télé-Université pendant 10 ans. Donc ce retour à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour recevoir un doctorat, c'est une reconnaissance à la fois du cheminement que j'ai fait depuis l'instant où j'ai quitté cette université en tant que prof jusqu'à aujourd'hui où j'ai pu réaliser en quelque sorte le cheminement et les réalisations que j'ai pu faire aujourd'hui. En tout cas, ils ont eu l'air de regretter un petit peu votre départ. Hein? En fait, la rectrice a même eu à dire qu'elle m'avait prêté à Polytechnique et qu'elle voudrait que je revienne. Alors, je vais passer tout de suite à votre allocution qui m'a beaucoup frappé, professeur. Et pour que tout le monde entende, je crois que c'est quelque chose vraiment à écouter. Vous avez dit, je cite, « L'éducation et l'université en particulier doivent être à la fois un projecteur et un transformateur social, favorisant le partage du savoir, le partage d'humanité, l'accès à la dignité, la création de la richesse ou du bien-être au bénéfice du plus grand nombre. Le grand défi aujourd'hui, au Québec comme ailleurs, c'est de pouvoir concilier ce rôle social avec des préoccupations d'intégrité, de compassion, d'équité, de justice sociale. C'est aussi de pouvoir concilier le beau, le bien et le vrai en poursuivant un triple idéal esthétique, éthique et scientifique. L'université se doit être le creuset de ces valeurs et de ces idéaux en étant bien plus qu'une organisation qui décerne des diplômes, un cadre où l'on apprend à devenir des meilleures personnes pour sa famille, pour sa communauté, pour la société, pour l'humanité. » Fin de citation. Évidemment, c'est magnifique et ça reflète également ce que vous pensez et un peu tout le parcours où vous avez excellé. Moi, j'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet, tant concernant les jeunes universitaires au Québec que ceux d'Haïti. Commençons par le Québec. Dernièrement, sur Radio-Canada, j'ai été frappé par un reportage qui démontrait que beaucoup de jeunes choisissent désormais des formations professionnelles au détriment de l'université. Premièrement parce que c'est plus facile, mais surtout parce que ça rapporte davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui arrivent à gagner, il y avait un exemple, par exemple, de recherchistes à 100 000 $ par an, professeur, alors que les universitaires, eux, gagnent beaucoup moins, pour avoir étudié beaucoup plus. Comment expliquez-vous ce fait et comment encourager les jeunes
aujourd'hui à poursuivre des études universitaires devant une telle réalité? En fait, le salaire, c'est une chose, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Mais le salaire ou la quête d'un salaire n'est pas la seule source de motivation pour choisir le domaine dans lequel étudier, ni non plus le niveau. Je suis très heureux que des personnes puissent gagner leur vie dans n'importe quel type d'activité qu'ils auront choisi. Et des activités qui peuvent être de niveau universitaire, mais des activités qui peuvent aussi être d'un niveau différent. Et je me réjouis même à l'effet que certaines personnes, dans des activités qui n'ont rien à voir avec des études universitaires, on peut parler aux sportifs, on peut parler des gens qui s'adonnent à des activités professionnelles, un plombier, un électricien. Ce n'est pas des personnes qui reçoivent nécessairement une formation universitaire, mais ces personnes-là, puisqu'ils ont les talents et la compétence qu'il faut, ils peuvent gagner leur vie et je m'en réjouis. Maintenant, l'université, c'est autre chose. L'université est là pour former avant tout des citoyens capables de réfléchir à ces problèmes. Tant mieux si ça permet également à la personne de réaliser sa vie et c'est aussi l'objectif de l'université de fournir à la personne la formation qu'il faut pour qu'il puisse en même temps servir la société et gagner sa vie. Alors j'aimerais revenir un peu sur le printemps érable, puisque vous savez qu'il y a 2 ans, il y a eu donc toutes ces manifestations des étudiants. Aujourd'hui, il y a même Québec solidaire qui aimerait raviver cet esprit du printemps érable. Et on doit quand même se rappeler, professeur, que les étudiants alors, en tout cas c'est ce qu'ils prétendaient, parce qu'il y a eu d'autres, il y avait des problèmes sous-jacents, mais l'ensemble des étudiants ont attaqué les élites du Québec. Pour vous, qu'est-ce que représentait ce printemps érable, lorsque l'on voit aussi d'ailleurs que ce qu'on soupçonnait, les leaders d'hier de ce printemps d'érable ont fait un saut dans la politique? D'abord, dans n'importe quel mouvement social, il y a une part d'idéalisme. Et cette part d'idéalisme, en général, est porteuse, disons, de dévouement, est porteuse d'idées nobles, est porteuse de sentiments positifs, est porteuse de générosité. Donc, en ce sens, le printemps érable n'échappe pas à cette caractéristique de tout mouvement social. Maintenant, une fois cela observé, malheureusement, on constate également qu'il y a souvent une forme de perversion de ce même mouvement social. Et c'est là le grand défi, comment entretenir un mouvement social loin de la perversion. Le fait que des personnes, quelques instants après avoir soutenu ce mouvement social, se retrouvent dans un parti politique, cette fois-ci comme candidat à la députation ou comme député, ça laisse un goût amer dans la mesure où on a l'impression que la conviction n'était pas réellement profonde. Parce que les luttes sociales, dans n'importe quelle société, c'est des luttes qui doivent se mener sur le long terme. Il faut qu'ils soient portés par des personnes de conviction. Des personnes qui pensent que la société civile, notamment, et la société tout court, doit assumer un certain nombre de responsabilités en termes de mise en évidence des problèmes qui traversent cette société, de façon à ce que ces problèmes soient pensés, de façon à ce que les solutions puissent y être apportées hors du champ politique. Bien sûr, on a besoin d'une implication politique pour la concrétisation des solutions, mais mieux vaut articuler les solutions hors du champ politique. Ça veut dire, indépendamment des considérations plutôt électoralistes, qui souvent sont à courte vue, et s'acharner à trouver des solutions durables. Et ces solutions durables ne peuvent être trouvées que dans le calme de la réflexion qui se produit dans la société civile. Le printemps érable a été un très beau mouvement, même si il y a eu quelques débordements, mais le fait de trouver des personnes qui, immédiatement après, se soient lancées dans la politique, ce n'était pas nécessairement une bonne chose. Maintenant, ce que je peux dire aussi par rapport au printemps érable, le problème était posé comme un problème entre, disons, les nantis et les moins nantis, entre les élites et les étudiants qui, normalement, deviendraient des nantis dans quelques années. Ce qu'il faut comprendre dans une société, c'est qu'il y a une recherche permanente d'équilibre. L'équilibre entre ce qui est possible et ce qui est idéal. Ce qui est idéal, c'est ce que souhaitent les étudiants. Ça veut dire d'avoir une formation de qualité, accessible à tout le monde. Ce sont des valeurs auxquelles personnellement j'adhère. Mais pour être un professeur d'université et pour savoir les différentes contraintes auxquelles sont soumises à la fois la société et l'université, donc je peux vous dire que
cet idéal n'est pas à portée de la main pour aujourd'hui, même si c'est un idéal à poursuivre. Une éducation gratuite, dans les pays où ça se pratique, ça comporte également des effets pervers. Si on prend certains pays, pour ne pas le nommer, un pays comme la France, où l'éducation semble être jusqu'au niveau universitaire une éducation gratuite, donc accessible, on voit qu'il y a une université à deux vitesses. Ça veut dire des universités qui sont des universités d'excellence, avec bien pourvues, avec tous les moyens nécessaires pour l'épanouissement à la fois des professeurs qui enseignent et des étudiants qui étudient, mais en même temps on se retrouve avec des institutions universitaires qui sont totalement dépourvues, très peu de moyens, et les personnes, quand ils sortent de ces universités, ont du mal à se réaliser. Si on prend l'exemple des pays du tiers-monde, où on fait la promotion d'éducation gratuite, eh bien souvent ce qui arrive, les mêmes nantis que l'on reproche aujourd'hui de ne pas tendre la main aux moins nantis parce qu'ils ne favorisent pas cette éducation gratuite, eh bien, que font ces nantis? Ils envoient leurs enfants étudier dans les meilleures universités à coûts très élevés. Et quand ces personnes-là, ces étudiants-là formés retournent dans leur pays, eh bien, ils deviennent les cadres supérieurs, ils deviennent les sommets de la société parce que tout simplement, ils ont eu l'opportunité d'avoir une meilleure éducation. La bonne question, bien sûr, il faut une accessibilité, mais pas une accessibilité à n'importe quoi. Il faut que ce soit une accessibilité à la qualité. Et lorsqu'on voit la façon dont tout ceci a débouché, professeur, est-ce que vous ne pensez pas que le printemps érable a encore des raisons de réapparaître? Évidemment, le printemps érable qui pose la question de l'accessibilité a toute sa raison d'être. Maintenant, ce que je dis toujours et qui est mon credo, il faut une accessibilité à la qualité. Donc, l'obligation de rendre accessible l'éducation et l'impératif de permettre aux gens d'avoir accès à une éducation de qualité force la réflexion, de façon à ce qu'il y ait un arbitrage qui se fait. Si on veut avoir de la qualité, ça risque d'avoir un impact sur l'accessibilité. Et le juste milieu est extrêmement difficile à trouver. Et ça ne peut pas se trouver hors de la sérénité d'une réflexion. Alors, autre chose, professeur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'en fait, le Québec a encore beaucoup de gens analphabètes et il y a des problèmes aussi de formation des professeurs. D'ailleurs, dernièrement, il y a une étude qui a été présentée cette semaine même au congrès de l'Association francophone pour le savoir, qui a relancé le débat sur la formation des enseignants au Québec. Et menée auprès de professeurs débutants du primaire, l'étude faisait état de l'angoisse qu'éprouvent certains d'entre eux à l'idée de devoir écrire, que ce soit au tableau ou aux parents des élèves. Ils ne maîtrisent pas en 2014, dans un pays francophone, ils ne maîtrisent tout simplement pas le français écrit. Tous ont pourtant la formation universitaire requise et tous ont réussi l'examen de français obligatoire imposé aux futurs enseignants. Alors, j'ai pris cet exemple parce que là, on va au début et je sais que pour vous, c'est très important de commencer dès le début à prendre le bon chemin de l'éducation. Et voici une situation qui est réelle ici au Québec et qui, je suis sûr, résonne aussi en Haïti. Alors, faut-il s'inquiéter, professeur, pour ces élèves-là? Absolument. Et vous avez soulevé deux points. Le premier, la formation des maîtres, la formation des enseignants, c'est au cœur même du dispositif de qualité dont je parle. Et c'est la raison pour laquelle je suis un mordu de l'accessibilité, mais je suis aussi un mordu de la qualité. On peut bien avoir des enseignants en quantité suffisante pour desservir le système éducatif, mais encore faut-il que ces enseignants soient bien formés de façon à ce qu'ils puissent dispenser une formation de qualité. Or, comment s'assurer de la qualité de la formation des enseignants? Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de l'expression en langue française. Pour s'assurer de la qualité de la langue des enseignants, on leur fait subir un examen. Mais la formation, ce n'est pas un examen. L'examen, c'est une des façons de s'assurer que les personnes ont reçu la formation. On peut bien réussir un examen parce qu'on s'y est préparé, mais la chose importante, c'est de savoir est-ce que la formation acquise, elle est bien réelle. Bien réelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire capable, en situation quotidienne, d'écrire un texte exempt d'erreurs grammaticales, d'erreurs lexicographiques, d'erreurs linguistiques. Et pour ça, ça prend un apprentissage permanent.
s'apprend de cultiver une valeur qui est de bien parler et de bien écrire. Et ça, il n'y a aucun examen qui peut le sanctionner. Ça doit être une valeur intériorisée par les enseignants. Aujourd'hui, au Québec, je ne sais pas si vous le savez, Madame Rock, dans la culture du milieu, c'est quelquefois mal perçu de bien parler. Autrement dit, ce n'est plus une valeur. Quand le bien parler n'est plus une valeur, même si on fait passer des examens régulièrement à des enseignants, eh bien, les résultats ne seront pas extraordinaires. Pour que les enseignants puissent s'exprimer convenablement et cultiver une langue de qualité, il faut d'abord que ces enseignants portent en eux-mêmes la culture de la langue, le respect de la langue, l'amour de la langue. C'est surtout ce qui fait défaut. Au Québec, pour se mettre un peu dans l'air du temps et se montrer à la mode, il faut éviter de parler un français trop châtié. On va vous dire que vous êtes snob parce que vous parlez un français trop châtié. Mais parler une langue, bien parler une langue, ça n'a rien à voir avec le snobisme. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro-peuple ou d'être anti-nanti ou d'être anti-élite. Une langue, pour qu'elle soit, ne serait-ce que pour donner le goût à d'autres personnes d'apprendre cette langue comme deuxième ou comme troisième langue, il faut que la majorité parle bien cette langue-là. Or, au Québec, c'est devenu une contre-valeur, le fait de bien parler la langue française. Et ce n'est pas, je vois que dans la société, il y a toutes sortes de statistiques qui indiquent que le français recule à Montréal. Je crois que c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est de savoir, est-ce que le Québec, est-ce que les Québécois respectent, adorent, aiment suffisamment la langue française pour donner le goût à d'autres personnes d'apprendre cette langue et de la bonne manière. Je vais prendre le problème linguistique comme articulation pour passer à Haïti. Je ne pense pas avoir eu l'occasion de vous poser la question durant nos nombreuses interviews, alors je vais en profiter avant de poursuivre avec l'université. Il y a toujours ce débat, professeur, entre le créole et le français. On est en 2014 et beaucoup disent qu'on doit parler créole. Aujourd'hui, les médias, on ne parle que créole. Le français, il est tellement boiteux et en plus, il y a beaucoup d'attaques de certaines personnes qui disent que oui, c'est la langue du colon et qu'il ne faut plus la parler. Par contre, on étudie plus facilement l'anglais pour aller aux États-Unis. Comment est-ce que vous faites la différence entre tout ça? Comment voyez-vous l'éducation dans, excusez-moi l'expression, ce melting pot où finalement aujourd'hui, beaucoup d'Haïtiens ne parlent plus aucune langue? Moi, j'ai une approche très pragmatique de la question de la langue. La première chose que je dis, c'est qu'un enfant qui doit être éduqué doit commencer à l'être dans sa langue maternelle. Dans le cas d'Haïti, la langue maternelle, c'est le créole. Donc, on doit commencer à éduquer les enfants en créole. Ceci, une fois dit, il faut maintenant convenir, dans le monde, il y a deux catégories de langues. Il y a des langues qui sont dites vernaculaires, le créole en est une, et des langues qui sont dites véhiculaires. Le français en est une. Étant donné que dans notre culture, c'est par le fait de l'histoire, nous avons deux langues, une langue vernaculaire qui est le créole et une langue véhiculaire qui est le français. Ces deux langues constituent nos deux langues officielles. Eh bien, il faut que le système éducatif prépare les personnes formées au pays à une connaissance profonde de ces deux langues. Alors, la question pratique qui se pose, c'est à quel moment fait-on le passage de la langue vernaculaire, qui est la langue d'introduction à l'alphabétisation, au français qui est considéré comme langue véhiculaire, avec comme particularité que le français doit être enseigné comme une langue seconde, ce qui n'est pas le cas en Haïti. En Haïti, on s'obstine à enseigner le français comme une langue première, comme une langue maternelle, alors que le français n'est pas une langue maternelle. Le français est une langue véhiculaire pour les Haïtiens et c'est une langue qui doit être enseignée comme une langue seconde, avec une didactique de langue seconde, ce qui n'est malheureusement pas le cas en Haïti. Maintenant, le plus essentiel de tout ça, c'est que
ça revient à la question de la qualité de l'éducation. Si vous avez un système éducatif de qualité, avec des enseignants qui sont de qualité, avec des programmes scolaires qui sont de qualité, il n'y a aucun problème à ce que tout Haïtien éduqué maîtrise aussi bien le créole, qui est la langue vernaculaire, que le français, qui est la langue seconde, et voire même d'autres langues comme l'anglais et l'espagnol. L'anglais et l'espagnol, qui sont aussi des langues véhiculaires et qui sont des langues qui devraient être maîtrisées par les Haïtiens compte tenu des considérations géographiques. Nous sommes dans un pays encadré, une île, avec un voisin dominicain qui partage l'île avec nous, qui est hispanophone, avec une série de petits pays dans la région qui sont de langue anglaise, avec le grand voisin américain qui est de langue anglaise, eh bien, un Haïtien bien éduqué devrait pouvoir minimalement bien maîtriser les langues créoles et français et en plus avoir une connaissance profonde des langues anglaises et espagnoles. Donc voilà pour la réalité. Mais ça ramène à la question de la qualité du système éducatif. En Haïti, on a fait un effort pour apprendre non seulement le français, mais également l'anglais et l'espagnol. Et pourtant, les gens, après avoir complété le cycle d'études où ils ont appris ces langues-là, ne connaissent pas plus les langues anglaises et espagnoles, ne connaissent pas plus la langue française non plus. Donc, ce n'est même pas une question de français créole, c'est une question de qualité du système éducatif. Alors, cette qualité-là, vous essayez toujours, enfin, vous plaidez pour cette qualité-là à chacune de vos interventions. Rapidement, professeur, avant de revenir à l'ISTEA, vous avez vu quand même qu'il y a eu de graves problèmes dans l'éducation. On vient de passer plusieurs mois avec des manifestations des écoliers, des étudiants, des grèves de professeurs. Ce n'est que cette semaine que timidement il y a eu une reprise des cours. Comment voyez-vous cette situation en Haïti aujourd'hui quant à l'éducation? Évidemment, les salaires, ils ont demandé de meilleurs salaires, une meilleure gestion de tout ça. C'est vrai que comment demander à des professeurs d'enseigner lorsqu'on vous doit 14 mois de salaire? Mais là encore, professeur, on sait aussi que la qualité n'est jamais vraiment au rendez-vous de beaucoup de ces professeurs-là. Alors, comment tout doucement, essayer de régler ce problème? Au cours des dernières années, je ne sais pas la part de réalité qu'il y a là-dedans, mais au moins dans le discours politique, j'avais compris qu'il y avait un engouement pour l'universalisation de la scolarisation. Et j'applaudis à cela, si tant est qu'on puisse établir que c'était vrai. Donc, en tant que projet de société, en tant qu'initiative, vouloir envoyer, s'assurer que tous les enfants en âge scolaire d'aller à l'école, c'est une initiative heureuse. Et j'applaudis à cette initiative. Reste à vérifier combien d'enfants, effectivement, ont pu bénéficier de cette initiative. L'objectif de scolarisation universelle, une fois, je ne dirais même pas atteint, mais au moins entamé sérieusement, il faut absolument que l'on se penche sur la qualité de l'enseignement dispensé à ces enfants. Et cet objectif de qualité de l'enseignement passe par un autre objectif qui est celui de la qualité de la formation des enseignants. Pour bien former les enseignants, d'abord, il faut qu'on leur donne des conditions de travail qui sont intéressantes. Et je connais un peu le salaire des enseignants, c'est un salaire minable. Il y a eu grève, effectivement, et ça fait déjà très longtemps. Je me suis informé, et tout récemment, on me dit que c'est une question pendante depuis les 10 dernières années, qui vient d'être réglée la semaine dernière, au moins de principe. Il y a un principe de règlement avec les enseignants, qui leur donne des salaires un peu plus décents. Une fois que ce problème de salaire réglé, au moins temporellement, il faudrait immédiatement après qu'on mette un vaste programme de formation, de recyclage des maîtres à la grandeur du pays. Et probablement, Haïti n'a pas les moyens de le faire seul. Donc il faudrait là mobiliser les forces vives, les forces de progrès qui existent ailleurs, de façon à ce qu'on puisse entamer, peut-être pas sur un court terme, dans le sens de vouloir faire ça à l'intérieur d'une année, mais prévoir pour les 3-4 prochaines années le recyclage de l'ensemble des maîtres du pays, de façon à assurer cette qualité de formation qui est devenue indispensable une fois que l'objectif de scolarisation universelle serait atteint. Et là,
j'encourage fortement les acteurs du milieu éducatif, le ministère de l'Éducation en particulier, à entreprendre cette démarche de formation à grande échelle des maîtres, de recyclage des maîtres, de manière à les mettre en position de transmettre une éducation de qualité à l'ensemble des enfants du pays. Sinon, ce sera une très vaine initiative de vouloir les faire rentrer à l'école sur une base universelle sans leur assurer une éducation de qualité. Mais on a vu également professeurs dans le Nord, notamment au campus Limonade, des étudiants prendre en otage des professeurs, des recteurs. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, jusqu'à présent, le campus de Limonade est fermé. Il a été ouvert finalement. Donc, mais est-ce que on ne va pas avoir ce genre de problème encore? On a vu régulièrement que l'université politisée aussi, professeur. Donc, comment voyez-vous l'évolution du campus, notamment de Limonade, dans ce sens? Bon, le campus, je dirais, est un enfant mal né. Maintenant, un enfant qui est mal né, une fois qu'il a accédé au statut d'enfant, au statut de personne humaine, eh bien, a droit à la vie. Alors la question qui se pose maintenant, comment maintenir en vie un enfant qui a pris naissance dans des conditions non souhaitables? Alors ça devient un problème éthique, il faut travailler à sa survie. Je dis mal né parce que les conditions dans lesquelles l'université a été créée ne sont pas les conditions selon lesquelles on crée une université. Une université, c'est d'abord un corps professoral, un ensemble de programmes, un ensemble d'étudiants, et après, une bâtisse ou une série de bâtisses. Or, on a commencé à l'envers. On a commencé par donner des bâtisses. Et après, on s'est dit, où est-ce qu'on va trouver les profs? Les étudiants, on n'a pas de mal à en trouver, mais encore faut-il qu'on ait des programmes à leur offrir. Il n'y avait pas de programme. Pourtant, on avait accepté les étudiants. Donc, c'est le monde complètement à l'envers. Maintenant, comment faire pour redresser ça? Mais c'est une vraie casse-tête. Moi, je ne vois pas comment le campus va s'en sortir. Maintenant, ce que je peux dire, il faudrait qu'on dise la vérité aux étudiants. Vous avez parlé de casse, vous avez parlé de séquestration de dirigeants. Ce sont des méthodes condamnables. Maintenant, par-delà le geste, par-delà la forme que cela a pris, maintenant, sur le fond, est-ce que les étudiants n'ont pas raison d'avoir des préoccupations? Moi, je crois que oui. Vous demandez à des étudiants de venir au campus en leur promettant une formation qui n'est pas au rendez-vous. Ils ont attendu 1 an, ils ont attendu 2 ans. Ils n'ont pas vu venir cette formation qui était promise. Mais c'est normal qu'ils s'en inquiètent. Maintenant, la forme prise pour manifester l'inquiétude est condamnable. Mais sur le fond, ils ont raison. Maintenant, comment donner suite à cela? Il faut leur dire la vérité. D'abord, leur dire que c'est une université qui n'a pas été planifiée. Ça a été donné, même le fait que l'université se trouve aujourd'hui à Limonade n'a pas été planifié. Parce qu'au départ, cette université a été donnée pour être en quelque part à Port-au-Prince, pour l'UEH. Alors, pour des raisons qu'on ne sait pas, eh bien, l'université s'est retrouvée presque par le fait du hasard à Limonade, mais à Limonade dans un lieu où il n'y a même pas un cadre de vie. C'était dans un lieu, je dirais dire, agricole, et ce n'est pas en milieu urbain, avec des élèves qui n'ont même pas un endroit où se coucher dans la région. Il n'y a même pas un petit restaurant aux alentours. Il n'y a même pas un transport en commun dans la région. C'était ça, l'université. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une université qui est mal née. Maintenant, comment faire? C'est avec le temps. Je sais aujourd'hui qu'ils ont une cafétéria où les étudiants peuvent trouver de quoi manger. Et la résidence universitaire est encore à construire, donc c'est des choses à faire. Les programmes sont en cours d'être construits, mais le corps professoral est en train d'être mis en place. Mais ça fait trop de problèmes à résoudre en même temps pour créer une université. Alors, je sais qu'on vous demande, mais rapidement, j'aimerais savoir où vous en êtes avec l'ISTEA. L'ISTEA qui veut donc former 1000 scientifiques en 10 ans. Je sais que... alors, j'aimerais quand même rappeler, encore une fois, que vous avez dit que l'université, ce doit être un instrument pour dessiner un monde meilleur, pour rechercher en permanence la vérité, pour promouvoir le beau et le bien commun.
Depuis, l'ISTEA a été la première institution de formation doctorale accréditée en Haïti et la seule à avoir été reconnue comme telle par le ministère de l'Éducation. Pourtant, on vous a mis des bâtons dans les roues, professeur, d'après les informations que j'ai eues, et dont des bâtons qui venaient de vos collègues universitaires. Et j'ai même appris que dans la recherche d'un terrain, même l'Église vous avait dit non. Or, vous vous dites bien qu'il faut un monde meilleur, une recherche permanente de la vérité, promouvoir le beau et le bien commun. On est très loin de vos idéaux, professeur. Et ça donne une raison d'être à l'université en tant qu'idéal. C'est que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pourquoi il faut qu'on travaille avec acharnement. Ce qui m'avait surpris, c'était d'abord la réaction de collègues universitaires. Maintenant, par souci d'honnêteté, je voudrais aussi vous dire que nous avons eu des appuis qui n'avaient rien de commun avec les quelques rares réserves, comportements anormaux de certains collègues universitaires. Et donc, je préfère parler de ces personnes-là à qui je dois beaucoup d'estime pour avoir donné tout l'appui dont on avait besoin pour mettre en place l'ISTEA. Alors, je pourrais en citer quelques-uns, mais je me garde de le faire pour des raisons de confidentialité. Mais c'est des personnes qui nous ont aidés tout au long du parcours. Maintenant, la minorité qui ne nous ont pas tendu la main, eh bien, ça nous avait déçus, mais pas plus que ça, parce qu'on sait que, malheureusement, le monde n'est pas idéal. On travaille à ce que le monde s'améliore. On travaille à ce que le monde se porte mieux. Mais on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours, malgré les grands discours, malgré, disons, quelquefois les corps sociaux auxquels on appartient, on sait qu'il y a des personnes qui n'incarnent pas ce bien dont ils devraient être le porteur. Alors, pour l'avancement de l'ISTEA ? Pour l'avancement de l'ISTEA, on est très positif. Et ce qui nous rend le plus positif, c'est l'accueil chaleureux des étudiants qui ont cru dans le projet, ensuite qui sont avec nous, ensuite qui sont très motivés pour compléter leurs études avec nous et qui ont accepté de cheminer avec nous malgré les difficultés de départ. Et l'espoir aussi, c'est l'espoir que d'autres jeunes du pays, d'autres professionnels du pays qui ont besoin de cette formation découvrent la pureté de l'intention que porte l'ISTEA pour le pays. Parce que l'ISTEA, c'est un grand rêve. Et ce que je vais vous dire, Nancy, je vais vous faire une confidence. J'aurais tellement aimé faire du bien à ce pays, Haïti. Nous avons pris la décision de regrouper en l'ISTEA tout ce bien que l'on veut faire. Vous avez tout réussi dans votre vie. Votre carrière, brillamment, c'est pas n'importe quelle petite carrière, comme on dit. Votre famille, vos amis, tout le monde vous respecte partout. Et les gens qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues sont bien fous. Et quel autre désir avez-vous? Je suis sûre que vous allez me parler d'Haïti, mais qu'est-ce qu'on peut espérer quand on a tout réussi? Oui, vous avez parlé d'Haïti et c'est le seul désir qui me reste. Je crois avoir réussi, et bien au-delà, tout ce que j'ai voulu faire. Maintenant, ce qui me désole, c'est cet écart entre ce que j'ai pu réussir personnellement et ce que mon pays n'a pas pu réussir.